Bienvenue à nouveau. Nous recevons aujourd'hui le professeur Sayed Marandi de l'Université de Téhéran, ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire. Merci d'être revenu parmi nous. Salut Glenn, merci beaucoup de m'avoir invité. Cela montre à quel point j'aime ton émission, car j'ai dû me donner beaucoup de mal pour me connecter. Eh bien, je vous en remercie beaucoup. Je suppose que vous faites référence aux connexions Internet, en lien avec les différentes émeutes qui ont eu lieu dans plusieurs villes d'Iran, y compris Téhéran. Il semble toutefois que chaque fois qu'il y a une préparation à une nouvelle opération de changement de régime ou à une invasion, le scénario est presque toujours le même. D'abord, on déstabilise une société par des sanctions et une guerre de l'information. Ensuite, on exploite les griefs du public et on provoque des manifestations violentes. On annonce son intention d'aider ou de soutenir les habitants dans leurs aspirations à la liberté, contre leur propre gouvernement, bien sûr. Et la rhétorique se réduit toujours à un choix binaire. Soit on ne se soucie pas de la lutte pour la liberté et des aspirations des manifestants courageux, soit on soutient les sanctions et l'intervention militaire. Et après le coup d'État, ou l'invasion, il s'avère que les États-Unis et leurs alliés avaient en réalité des intérêts géopolitiques et de pouvoir à somme nulle, plutôt que d'agir uniquement par altruisme et par amour de la liberté. Mais presque à chaque fois, le résultat est le même, depuis le printemps arabe. Le pays censé être libéré est au contraire détruit. Nous avons donc tous déjà vu ce scénario. Et c'est pourquoi je considère que les Iraniens peuvent bien sûr protester contre leur gouvernement autant qu'ils le souhaitent. Mais il s'agit d'une affaire intérieure iranienne. Dès que cela devient une question internationale, il est impossible d'en écarter la dimension géopolitique. Désolé pour cette longue introduction à la question, mais comment évaluez-vous la situation actuelle sur le terrain à Téhéran? Quelles sont les revendications internes et quel est le volet géopolitique dans tout cela? Eh bien, vous savez, je devrais d'abord souligner que de temps en temps, tous les quelques années, l'Occident, les médias occidentaux, les experts occidentaux, les groupes de réflexion, les dirigeants, disent tous que l'Iran est au bord de l'effondrement. Et à chaque fois, des gens comme moi viennent dire que cela n'arrivera pas. L'État bénéficie d'un soutien populaire. La Constitution est quelque chose à laquelle une très large majorité d'Iraniens adhèrent, et ces évaluations reposent sur des vœux pieux. Et à chaque fois, ils disent « Vous êtes le porte-parole d'un régime moribond » ou quelque chose de ce genre. Puis cela recommence, c'est une boucle. Cela continue encore et encore, tous les 2, 3, 4, 5 ans. En ce moment, ce qui se passe, c'est que nous avons connu une chute soudaine de la monnaie. Je ne connais pas le pourcentage exact, mais disons 40 ou 50% sur une période assez courte. Peut-être 30%, je ne suis pas sûr, car je ne suis pas le taux de change. Mais il y a eu une chute soudaine, et il s'est avéré qu'elle était provoquée depuis l'étranger. En d'autres termes, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont exercé des pressions sur les lieux qui gèrent les échanges de devises avec l'Iran. Pendant un certain temps, cela a donc causé beaucoup de difficultés. Puis, comme la monnaie avait chuté si brutalement, nous avons vu des manifestations à Téhéran et dans quelques autres villes. Pas très importantes, peut-être quelques milliers de personnes, je dirais. Là encore, je ne connais pas les chiffres, mais disons quelques milliers. Et elles étaient pacifiques. Pourquoi manifestaient-elles? C'était essentiellement des commerçants qui tenaient des boutiques, qui achetaient et vendaient des marchandises. Et leur argument était le suivant. Écoutez, si vous ne stabilisez pas la monnaie, nous allons faire faillite, car nous vendons des marchandises, et soudain, les prix augmentent, et nous ne pouvons plus acheter de nouveaux produits à mettre dans nos magasins.
Pour le dire simplement, car je ne suis pas économiste, les manifestations se sont déroulées pacifiquement. Personne n'a été arrêté, personne n'a été blessé, la police n'est pas intervenue, rien ne s'est passé. Puis nous avons vu le deuxième jour. Le deuxième jour, les manifestations ont continué. Probablement le même nombre de personnes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins à Téhéran. Pas dans la plupart des villes, mais peut-être dans quelques-unes des plus grandes. Ensuite, il y a eu de l'infiltration. Soudain, de petits groupes de personnes, et nous avions déjà vu cela il y a 4 ans, de petits groupes très disciplinés, très bien organisés, ont commencé à infiltrer les manifestations et à provoquer des émeutes. Et ils ont été très violents. Au cours des derniers jours, plus d'une centaine d'agents des forces de l'ordre ont été assassinés. Certains ont été décapités, brûlés vifs ou ont eu le visage et la tête écrasés par ces gens. Donc, aux États-Unis, nous avons un cas où, désolé, quelqu'un vient d'entrer et m'a demandé si Internet fonctionnait et j'ai répondu oui, tout va bien. Bref, aux États-Unis, il y a eu le cas d'une femme abattue d'une balle dans la tête par un agent de l'ICE. Et nous avons vu ce qui s'est passé là-bas. L'argument était qu'elle s'apprêtait à lui foncer dessus ou à le renverser, et la question était de savoir si elle avait tourné à droite ou non. Ils ont assassiné plus d'une centaine d'agents des forces de l'ordre. Ils ont brûlé vive une jeune femme qui se trouvait dans une clinique. Elle était infirmière. Ils ont incendié le bâtiment. Elle est montée jusqu'au dernier étage, mais elle n'a toujours pas pu s'échapper. Ils ont incendié un immeuble. Ils ont tué une personne du Croissant Rouge. Ils ont tué beaucoup de gens, des gens ordinaires dans la rue, une fillette de 3 ans. Beaucoup de personnes sont mortes. Personne ne sait comment elles sont mortes. Un chirurgien m'a dit que beaucoup des blessures qu'il a traitées, parce qu'il était, je ne sais pas comment on dit en anglais, peut-être un chirurgien traumatologue ou quelque chose comme ça. Enfin, il s'occupe de ce genre de cas. Il a dit que dans son hôpital, et un autre médecin l'a confirmé, des gens avaient été abattus avec des armes de poing, des pistolets à courte distance. Et il était clair que ces gens ne se contentaient pas d'incendier des bâtiments. Ils ont brûlé de nombreux bus publics. Ils ont détruit beaucoup de... Comment dites-vous déjà? Désolé, des ambulances, mais aussi des camions de pompiers. Ils ont incendié de nombreux bâtiments. Les dégâts qu'ils ont causés à travers le pays en seulement quelques jours, 3, 4 jours, sont énormes. Et ils ont été très violents. Maintenant, en Occident, ils peuvent prétendre qu'il s'agit de manifestants pacifiques et ignorer toutes les vidéos que les gens publient. Et bien sûr, les médias occidentaux ignorent tout cela. Mais aujourd'hui, lundi, dans tout le pays, nous avons eu des manifestations contre les émeutiers, contre les terroristes et en soutien à la République islamique d'Iran et à la Constitution. Chacun peut aller voir les images. Ces manifestations ont eu lieu dans tout le pays, dans chaque ville. Ce n'est donc pas comme si les gens s'étaient déplacés d'une ville à une autre pour se rassembler en un seul endroit. Chaque ville a la sienne. Les gens peuvent donc regarder les foules à Ispahan, à Tabriz, à Ahvaz, à Mashhad, partout. Et elles étaient incroyablement nombreuses. À Téhéran, probablement, d'après ce que j'ai vu, c'est le plus grand rassemblement de personnes que nous ayons jamais eu. Très probablement. Les gens ne peuvent donc pas nier ce qui a été montré à la télévision. Ils peuvent aller, ils peuvent aller sur Press TV, sur le compte Twitter de Press TV. Mon compte Twitter en a aussi quelques-unes. Chaque fois que je vais dans un studio, puisque je n'ai pas Internet et que nous ne pouvons accéder qu'au site iranien pour le moment, quand je veux publier un tweet, je viens dans un studio, je le fais rapidement, puis quand je pars, je ne peux plus le faire, car je n'ai pas ma propre connexion pour l'instant, comme tout le monde.
Mais le fait est que, malgré toutes les émeutes et malgré l'énorme propagande, il existe cet empire médiatique en persan, basé dans des pays occidentaux, qui comprend de nombreuses chaînes de télévision. Certains disent des centaines, je ne sais pas, je ne les regarde pas. Ils ont d'innombrables sites web, des comptes Twitter, des armées de comptes Twitter, des armées en ligne, des bots, tout. Et aussi des chaînes Telegram. Ils surpassent de loin les médias d'État iraniens. Je suppose que chaque année, des milliards de dollars y sont investis, car ils paient 3 ou 4 000 personnes en Albanie, installées dans un camp là-bas, travaillant jour et nuit sur Facebook, Instagram, Twitter et tout le reste. Moi, je n'ai qu'un compte Twitter. Tout le reste a été fermé, donc je n'ai plus que mon compte Twitter. Je ne connais pas grand-chose aux autres plateformes. Mais en tout cas, le fait est qu'ils dépensent des milliards de dollars par an dans la guerre psychologique et qu'ils essayent de créer des difficultés économiques. C'est ce que sont les sanctions de pression maximale. Et aujourd'hui, il y a ces foules dans les rues, et les médias occidentaux essayent de cacher le fait que des millions de personnes sont dehors aujourd'hui. Des millions. Je ne connais pas les chiffres, mais il y a des millions de personnes à travers le pays. Eh bien, personne n'a besoin de me croire sur parole. Il suffit de regarder les images, ville après ville, d'observer les foules et de juger par eux-mêmes si cela se produit ou non dans leur pays. Oui, j'ai vu ces marches aussi. Les manifestations en soutien au gouvernement. Et oui, elles sont énormes. Je ne les ai pas encore vues sur nos chaînes d'information ici en Europe, cependant. Mais peut-être qu'il y a...